Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter cette première capsule sur le dispositif éco-énergie tertiaire pour vous présenter les généralités. Je me présente, je suis Gwenaël Jean, associé fondateur de Géon. Donc ces capsules sont préparées par moi-même et également vous rencontrerez Alexandra Leclerc qui est directrice de projet ingénierie chez Géon. Ces actions sont soutenues par la mutuelle Saint-Christophe qui a souhaité accompagner l'ensemble des établissements catholiques dans le respect de leurs obligations d'action de réduction des consommations d'énergie. Et la Fédération des OGEC a le rôle de coordination et de pilotage de ce projet. Alors nous allons regarder pendant cette première capsule qui est concerné par le décret tertiaire, quels sont les objectifs, quel est le calendrier, quelles sont les obligations aujourd'hui pour les établissements, et puis les actions prévues pour la suite. Alors tout d'abord, regardons ensemble qui est concerné par le décret tertiaire. L'assujettissement. Il s'agit donc de tous les bâtiments tertiaires en France de plus de 1000 m² qui sont concernés. Cela intègre notamment les bureaux, les bâtiments d'enseignement, la santé, les commerces, les hôtels, les restaurants, résidences de tourisme, sport, culture, spectacle, petite enfance, logistique. C'est absolument énorme, évidemment. Il existe néanmoins certains bâtiments ou zones qui sont exemptés. Les constructions provisoires, on entend par provisoire celles qui sont soumises à un permis de construire précaire. Les bâtiments de culte ou utilisés pour des activités religieuses, donc qui sont toujours en occupation pour le culte. Les logements, ne sont pas évidemment des bâtiments tertiaires, et les bâtiments utilisés à des fins de défense ou de sécurité, de sûreté. Donc, pour les établissements de l'enseignement catholique, dans une situation générale, dès lors que vous gérez un établissement qui a un ou plusieurs OGEC qui gèrent cet établissement, il fait plus de 1000 m², même s'il est sur plusieurs parcelles, il est assujetti. Pour vous donner un petit exemple, dès qu'on a un établissement ou plusieurs établissements liés sur une ou plusieurs parcelles, même si elles sont un peu éloignées, s'il y a une appartenance à un même propriétaire ou une utilisation par un locataire unique, l'ensemble est assujetti, s'il fait plus de 1000 m². Sur cet exemple, on a 3 bâtiments qui font chacun moins de 1000 m², qui sont sur des parcelles distinctes, mais comme ils appartiennent au même propriétaire, que le total fait plus de 1000 m², on est assujetti au décret tertiaire. Il faut toujours avoir en tête que s'il y a un lien physique ou administratif entre des établissements, donc entre des bâtiments ou des sites, et que la somme est supérieure à 1000 m², c'est assujetti, donc le décret tertiaire s'applique. Quand on parle de locaux tertiaires, dans notre cas, pour bien connaître ces surfaces, évidemment, c'est nécessaire. Donc, quelles sont les surfaces à retenir pour ce seuil de 1000 m²? On doit prendre en compte l'enseignement, évidemment, et tout ce qui va autour, les sanitaires, les couloirs, la restauration, la garderie, les espaces d'internat. On prend également en compte les locaux sportifs ou culturels, les espaces de bureaux ou administratifs et les locaux tertiaires vacants. On a le droit d'exclure des espaces des surfaces d'assujettissement. On peut exclure les lieux de culte, donc les lieux qui sont toujours utilisés pour le culte. Les logements, considérés comme logements, ce peut être des résidences de religieux, des foyers. Les constructions qui sont à permis de construire précaires, donc il peut y avoir des locaux préfabriqués à permis de construire précaires qui sont donc exclus, mais si ce sont des éléments préfabriqués mais qui ont un usage définitif, ils ne sont pas exclus évidemment. On exclut également les locaux techniques de stockage ou de déchets, les circulations verticales, donc ça c'est dans les règles de calcul des surfaces de plancher, quand on a des escaliers, des trous, des gaines, c'est exclu. On exclut également les parkings, les combles qui ne seraient pas aménageables et les caves. Il faut bien avoir en tête qu'on doit donc considérer en général une surface de plancher, une SDP. Si on n'a pas forcément cette information-là, on peut estimer et éventuellement utiliser des données existantes, notamment les surfaces utiles brutes. Il sera éventuellement possible de les réajuster par la suite. En fait, ces surfaces-là sont rentrées annuellement en même temps que les consommations sur l'outil en ligne de déclaration. Pour mesurer ces surfaces, le recours à un géomètre n'est pas nécessairement indispensable,
Il peut être intéressant évidemment d'avoir l'aide d'un diagnostiqueur, d'un bureau d'études, et puis pourquoi pas faire un maîtrais en interne au sein de l'établissement avec un mètre laser par exemple, ou en réutilisant les plans d'évacuation qui peuvent être disponibles. Si aujourd'hui votre surface de plancher que vous avez mesurée est inférieure à 1000 m², vous n'êtes donc pas assujetti aujourd'hui évidemment, mais sachez que dans les années à venir, il est très probable que les sites supérieurs à 500 m², voire un peu plus tard 250 m², deviennent assujettis. C'est ce qu'entend aujourd'hui le ministère dans la préparation des évolutions à venir. Quels sont les objectifs de ce dispositif éco-énergie tertiaire ? Les deux possibilités sont offertes aujourd'hui. L'objectif, évidemment général, consiste à agir dans la transition énergétique, réduire l'impact carbone du secteur de la construction en France, qui est très important, et donc, pour réduire cet impact carbone, on doit réduire les consommations énergétiques. Soit on a la possibilité d'atteindre un objectif en valeur relative, qui est donc une économie en pourcent par rapport à une référence, soit c'est un objectif en valeur absolue, si on n'a pas l'historique ou si on sait déjà qu'on a un bâtiment performant qui peut tenir cette valeur absolue. Donc pour l'objectif en valeur relative, on va comparer par rapport à une situation de départ qu'on appelle situation de référence. Cette référence, c'est une consommation qu'on va choisir sur une année glissante entre 2010 et 2019. Naturellement, on va plutôt choisir une année glissante dont la consommation a été plutôt élevée. Cette consommation inclut tous les usages énergétiques. Aujourd'hui, on n'exclut rien. On prend vraiment les factures dans leur globalité de tous les fluides, électricité, gaz et autres, si c'est le cas. L'outil ajuste cette consommation selon les variations climatiques, puisqu'évidemment, selon la rigueur hivernale, les consommations sont différentes. Donc l'outil ajuste en fonction du climat. Et l'outil peut aussi ajuster et qualifier selon des données d'occupation et d'intensité d'usage qu'on aurait pu renseigner, notamment lorsqu'il y a un usage plus important que d'habitude des locaux sur des périodes, par exemple, qui sortent des périodes scolaires. Et donc cet objectif en valeur relative, il est de moins 40% en 2030 par rapport à la situation de référence, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. Autre possibilité, donc, viser un objectif en valeur absolue. Donc, en fait, ce n'est pas à nous, à vous, de choisir l'objectif relatif ou absolu. C'est l'outil automatique, l'outil en ligne fourni par le ministère qui s'appelle Opera. Cet outil-là va automatiquement dire si on l'a atteint en premier, l'un ou l'autre de ces objectifs, valeur relative ou valeur absolue. Et donc, si on atteint plus vite l'objectif en valeur absolue, il faut savoir que c'est un objectif qui est déterminé par catégorie d'activité. Ils ont élaboré ces objectifs selon les typologies d'usage. Il inclut tous les usages énergétiques aussi, et il s'exprime en kilowattheures d'énergie finale par mètre carré par an. Il prend également en compte les éventuels sujets d'intensité d'usage. Pour l'instant, seul l'objectif en valeur absolue 2030 a été fixé. Vous pourrez consulter ces éléments-là de manière plus détaillée dans la fiche pratique de mai 2021. Quels sont les objectifs de réduction de consommation d'énergie ? Alors, il y a souvent des questions sur ces objectifs. Donc, comme on l'a expliqué, faut-il choisir l'objectif en valeur absolue ou relative ? Non. Le calcul de l'atteinte de l'un ou l'autre des objectifs est automatique. Cet objectif descendra de plusieurs paramètres. Quel est l'état des consommations actuelles ? Est-ce qu'il y a déjà eu des travaux de rénovation ? Est-ce qu'on connaît déjà les consommations énergie pour élaborer cette situation de référence ? Ensuite, comment définir cette fameuse situation de référence ? Alors déjà, il faut essayer d'avoir un bon historique de vos consommations énergétiques. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de reprendre toutes les consommations de 2010 à 2019. Plus on a un nombre d'années disponibles, plus on va pouvoir trouver quelque chose de représentatif et donc éventuellement un petit peu plus élevé. Et donc il faut au moins avoir à disposition 12 mois pleins. Il faut récupérer donc ces factures fournisseurs. Il est possible de faire cette demande auprès des distributeurs d'énergie, Enedis, GRDF. Et l'outil va ajuster cette référence par rapport aux données météo.
Il sera également mis à disposition un outil Excel pour vous aider à choisir une situation de référence pertinente par rapport à ce que vous avez comme information. Cas particulier de modulation des objectifs, donc il existe des cas spécifiques où les objectifs pourront être modulés. Alors ce sujet-là viendra plus tard à échéance 2026, notamment donc lorsqu'il y a des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui empêchent de faire une rénovation à terme ou de faire des économies d'énergie vraiment significatives. Et donc pour cela, il faudra à échéance 2026 fournir un dossier technique. Donc ce dossier technique, par exemple, consistera à indiquer lorsque on a des contraintes patrimoniales qui peuvent empêcher de faire des rénovations parce qu'il y a une valeur historique, par exemple, sur certains bâtiments. On aura aussi des modulations possibles lorsqu'il y aura des évolutions significatives, lorsqu'il y a des évolutions du volume d'activité. Et puis, une modulation possible aussi s'il y a disproportion économique, c'est-à-dire si le temps de retour sur investissement est beaucoup trop long par rapport aux travaux qui seraient nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc là, ce sera à l'aide d'un bureau d'études qui permettra éventuellement de justifier dans certains cas, lorsque ce n'est pas possible, financièrement parlant, d'avoir des économies d'énergie à un coût raisonnable. Alors, il ne faut pas confondre la notion d'ajustement et de modulation. Donc la notion d'ajustement, on l'a vu juste avant, c'est le fait qu'il y a l'outil qui permet d'ajuster automatiquement selon le climat et l'occupation ces éléments de référence, ces données de référence. Et la modulation, donc ce sont vraiment des sortes de dérogations qui seront en place et qui seront mises en place avant 2026. Donc sur ces sujets-là, on aura jusqu'à 2026 pour s'y préparer. La modulation doit être en principe déclarée 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommation de chaque décennie. C'est pour ça que donc là, la première échéance de remontée de consommation aurait dû avoir lieu en 2021, elle a été décalée en 2022, et donc le premier dossier technique doit être élaboré avant 2026. Comment est-ce qu'on travaille sur ce sujet? En fait, le principal travail, c'est un petit peu comme la déclaration d'impôt. Ce site qui s'appelle Opera et qui est donc géré par l'ADEME, vous avez l'adresse sous les yeux, ce site va consister à saisir toutes ces informations, créer la structure, indiquer l'établissement, indiquer les entités fonctionnelles assujetties, qu'on verra dans les capsules suivantes, et indiquer les consommations énergétiques de chaque année. Opera a beaucoup de fonctions en plus de ça, donc comme on l'a évoqué, on saisit les données administratives et patrimoniales, l'année de référence, la consommation de référence, les éventuels indicateurs d'intensité d'usage, et c'est cet outil-là qui permettra aussi de faire les remontées et d'avoir une attestation de notation annuelle pour indiquer si le bâtiment est vertueux selon le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est-à-dire s'il atteint ses objectifs. Donc vous voyez un système de feuilles qui seront plus ou moins nombreuses lorsqu'on atteint ses objectifs. Il s'agira ensuite chaque année de faire donc ces remontées de consommation annuellement avant le 30 septembre. Donc, cette année, on a une dérogation jusqu'à la fin de l'année 2022 pour déclarer les consommations des années 2020 et 2021. Et puis l'année prochaine, donc en 2023, avant le 30 septembre, il faudra avoir déclaré les consommations de l'année 2022. Donc même chose, parallèle avec les impôts. L'année suivante, on déclare ce qui s'est passé l'année précédente. Quel est le calendrier? Vous en avez déjà eu une indication générale. Il faut savoir que ces éléments de saisie doivent être faits aujourd'hui, donc avant le 31 décembre 2022. Donc pour cette première année, il faut créer son compte et déclarer les années 2021, les années 2020 et l'année de référence avant donc la fin de cette année. C'est une dérogation qui vient d'être obtenue, un décalage d'échéance pour permettre à la filière d'apprendre à l'utilisation de cet outil. Pour les années suivantes, ce sera bien la date du 30 septembre qui sera maintenue, donc avant le 30 septembre de chaque année, déposer les consommations énergétiques sur la plateforme Opera. Et ensuite, donc, les prochaines échéances qui viendront, la plus significative va être en 2026, l'échéance pour compléter le dossier technique contenant l'étude énergétique et le plan d'action lorsque on demandera des modulations. On peut considérer néanmoins donc, aujourd'hui que cette période 2022-2023 reste en test. Il est possible qu'il y ait encore évidemment largement une année devant nous pour
faire évoluer éventuellement les données qui sont saisies, puisque comme vous pouvez le voir, et comme vous le verrez dans les capsules suivantes, il y a encore des choses qui peuvent encore un peu bouger. Qu'est-ce que je dois retenir sur mes obligations sur Opera pour un établissement scolaire? Donc mes obligations, c'est de créer ce compte sur Opera, de saisir les données administratives de mes établissements, SIRET, adresse, propriétaire, de renseigner mes consommations 2020-2021, de renseigner l'année de référence que j'aurais choisie donc entre 2010 et 2019. Donc cette collecte de données administratives de surface et de consommation est essentielle et les capsules suivantes vont vous donner des recommandations pour gagner du temps dans la collecte et la saisie et puis évidemment faire en sorte d'avoir une saisie fiable et facile à exécuter. L'étape essentielle pour laquelle il faut démarrer, c'est bien collecter déjà les données sur les bâtiments, ce qui est parfois pas toujours évident. Tout d'abord, il faut préparer les informations sur les propriétaires, les occupants, les principales parcelles des différents locaux scolaires et aussi leur SIRET. Idéalement, Opera est attaché à ce que chaque établissement ait un SIRET. On verra après dans les cas d'assujettissement les incidences que ça peut avoir. Ensuite, donc, il faut identifier les surfaces des différents bâtiments. Donc, comme on l'indiquait, une estimation peut se faire. Pour les consommations énergétiques, c'est important d'identifier donc les points de livraison, les différents numéros de compteurs, récupérer et conserver les factures de consommation énergétique, ne pas oublier toutes les énergies, donc il y a évidemment l'électricité, le gaz, parfois il peut encore y avoir d'autres fluides, le charbon, les réseaux de chaleur dans les villes, dans les métropoles. Et donc les factures de consommation énergétique totales de l'année 2020 et totales de l'année 2021 doivent être récupérées. Et puis, pour les années 2010 à 2019, il faut donc au moins extraire une consommation de référence de 12 mois glissants. Donc, à vous de voir selon ce que vous avez comme information à disposition, récupérer déjà quelques années pour identifier les 12 mois glissants qui peuvent être le plus pertinents. Quand on parle de 12 mois glissants, évidemment, cela veut dire qu'on peut choisir, évidemment, non pas des années civiles, mais des années scolaires ou des années décalées pour avoir la situation la plus pertinente. Il faut prendre contact aussi avec les propriétaires pour valider avec eux éventuellement les surfaces des bâtiments et en fait avoir des informations cohérentes dans la saisie sur Opera, car sur Opera, à la fois le propriétaire et le locataire, l'utilisateur, sont responsables. Un lien avec l'outil EasyBati permet de récupérer les données des bâtiments pour les importer sur Opera en format CSV. Donc il sera possible aussi par la suite de ces renseigner les consommations dont vous pourrez bénéficier de cette passerelle avec EasyBati en utilisant l'export CSV qui est proposé. Vous pourrez regarder directement sur EasyBati de nombreuses informations disponibles, déjà des éléments de décryptage expert. Vous avez également accès à une FAQ avec beaucoup de questions-réponses sur les principales questions, les principaux problèmes rencontrés, la répartition des rôles et aussi des actions évidemment pour économiser l'énergie et améliorer le confort thermique. Il sera aussi possible de pouvoir classifier ces informations sur EasyBati et ainsi pouvoir assurer leur cohérence avec l'outil Opera. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour les prochaines capsules.